coûte très cher, mais je suis très bon. Bon, effectivement, ce salon arrive doucement. Non, mais en plus, je plaisante, mais bien sûr, je vais faire. En fait, je vais faire des. Encore Gérald Ionesco, il est partout, c'est pas possible. C'est incroyable. Il est à la mairie. On prendra l'éclairage demain. Ambiance mexicaine. Voilà, petite travelling. Voilà, on va faire une petite interview. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors Juto, Items International, l'équipe d'organisation du salon Internet des objets Internet du futur. Bravo. Il y a beaucoup d'inscrits? 900. 900, donc c'est une belle réussite. Oui, l'an dernier il y avait 500 personnes et cette année on est monté à 900 inscrits, on attend 700-800 personnes. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu l'Internet du futur, l'Internet des objets? C'est quoi exactement? Il faut venir à la conférence pour comprendre ce qu'est exactement Internet des objets. En une phrase? On comprendra mieux les applications dans le futur en voyant comment on se passera de code barre pour payer, pour faire des inventaires et comment on pourra payer avec son téléphone portable et le tout sans contact et bien d'autres applications qu'on n'a pas encore inventées. Eh ben, on verra ça demain et après-demain. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas Pierre Delacoste? Non, je ne suis pas Pierre Delacôte. Non. Je suis un clone de Pierre Delacôte. Je suis le sosie officiel de Pierre Delacôte. Ah. Voilà. Et comment va-t-il? Là, il va bien, il va bien. Il a apparemment une petite mission sur le handicap? Absolument. Non, moi, je n'ai pas une mission sur le handicap, je suis moi-même handicapé. J'ai un problème moi-même aux yeux. D'accord. Et je compte sur Pierre Delacôte pour trouver des solutions. Notamment autour de l'Internet? Absolument. Les règles d'accessibilité sur les sites publics. J'espère que Pierre Delacôte, dont je suis le sosie handicapé, donc moi-même atteint d'un problème aux yeux, j'espère qu'il va trouver des solutions avec son ami Bernard Benamou. Apparemment, certains sites sont plus au point que d'autres pour le handicap en général? Alors, certains sites sont beaucoup plus au point que d'autres. Certains sites publics, semble-t-il, à première vue, moi je vois ça du côté de la personne malvoyante, sont extrêmement délicats d'accès dès lors qu'on n'a pas une vue de pilote de chasse, des sites publics. Et donc je viens ici à l'Internet du futur, à Nice, parce qu'il y a peut-être des choses justement dans l'Internet du futur qui sont ou très bien ou très mal par exemple pour les handicaps, toutes sortes de handicaps. Le meilleur et le pire semblent en germe dans l'Internet du futur. Belle manifestation par ailleurs. Sinon, une autre date à Vienne? À Vienne, effectivement, fin décembre, la Commission européenne, la présidence française, va réunir un certain nombre d'experts sur le sujet et j'ai quelques espérances. Peut-être que des gens comme moi pourront trouver dans les propositions de Pierre Delacôte et les autres évidemment, le côté français et puis les autres pays bien sûr, qui sont souvent plus en avance que nous, des choses qui vont aller dans le bon sens. Vous ressemblez vraiment à l'avatar de Pierre Delacôte. Je suis l'avatar, voilà. L'avatar de Pierre Delacôte, mais l'avatar donc qui a le problème que Pierre Delacôte doit normalement étudier dans son rapport. Bah, rendez-vous dans le Web 2. Alors. Rendez-vous dans le Web 2, absolument. À très bientôt. Merci. M. Montaigne lui-même de Gemalto. Merci beaucoup. Claire, on a invité justement des PME à être présents ici pour montrer leur savoir-faire. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance. Merci beaucoup. Il faut des clusters. Merci. Il faut les mettre en relation avec d'autres clusters sur d'autres parties de l'Europe. C'est ça le grand secret. Merci beaucoup. On ne parle pas d'une innovation particulière, on parle d'un monde où vous pourrez, à partir de votre téléphone portable, regarder la télévision sur Internet, vous pourrez vous documenter, on pourra vous envoyer des informations et des offres spécialisées. Vous promenez sur la promenade des Anglais, vous demandez où est-ce que je mange, où est-ce que je peux aller garer ma voiture, qu'est-ce que je peux faire. À partir de votre mobile, vous pouvez tout faire. Et vous avez besoin de travailler, vous le faites à partir de votre mobile, là où vous êtes. C'est ce qu'on appelle l'Internet ubiquitaire. N'importe où,
à n'importe quel moment à partir de n'importe quel outil mobile. On n'oublie pas les questions d'éthique? On n'oublie pas les questions d'éthique, on n'oublie pas les questions de protection. Internet, c'est une formidable opportunité, mais elle comporte un certain nombre de risques. Risques sur le réseau, risques sur la protection des données individuelles et donc des libertés publiques. Il faut... Internet, c'est comme la mondialisation, si je peux dire. Ça crée des richesses et ça crée un certain nombre de difficultés. Il faut réguler Internet comme il faut réguler la mondialisation et ne pas se priver des formidables opportunités que possède Internet. Je suis un partisan acharné du numérique dans ses développements, qu'ils soient économiques, industriels, sociaux, culturels, éviter des fractures territoriales. Tout le monde doit avoir accès au débit, éviter les fractures sociales, faire en sorte que tous nos concitoyens, français et européens, aient accès à Internet. Allons-y. Bonjour, vous avez parlé, vous allez parler du silence des puces. Pour la société civile, c'est très important. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle loi, peut-être? Je ne sais pas si ce sera une loi, on verra qu'il faut d'abord se pencher, il faut une volonté politique, dire que c'est très bien la connexion entre les puces, ce qu'on appelle l'Internet des objets, mais que nous voulons aussi que tout citoyen, à tout moment, puisse déconnecter ses puces, si pour des raisons de vie privée et de liberté publique, il ne souhaite pas qu'on puisse suivre ces mouvements ou continuer à gérer ces objets. Donc je dois pouvoir savoir que ma voiture, on peut savoir par le GPS à tout instant où je suis, mais si je ne veux pas qu'on sache où je suis, je dois pouvoir déconnecter ma voiture. Et bien ça va être pareil pour l'Internet des objets. On peut savoir par mon mobile qui j'appelle, ce que je donne comme ordre à mon foyer, à mon appartement ou à ma maison, mais je dois pouvoir, si je le veux, ne pas savoir tout ce que j'ai fait sur mon réfrigérateur, ma machine à laver ou ma cuisinière. C'est ça, donner le choix aux individus. Reconnaissons que c'est plus facile à dire, comme je le fais, comme un objectif, que de le gérer, parce que ensuite, ça crée un certain nombre de difficultés technologiques. Alors concrètement, vous allez proposer quelque chose? Concrètement, aujourd'hui, les experts travaillent toute la journée. Ils le font déjà depuis plusieurs semaines. Ils vont continuer dans les semaines qui viennent. Il va y avoir plusieurs groupes de travail. Et nous voulons être capables de trancher ces questions, ou en tout cas de donner des orientations majeures lors du Conseil européen qui se réunira le 27 novembre. Au niveau France, il y aura éventuellement une proposition de loi ou une avancée dans ce sens-là? Je ne sais pas à ce stade. Encore une fois, on est en train de travailler pour les 10 ou 20 années qui viennent. Oui. Vérifions que tout le monde est d'accord. Vérifions comment cela est rendu technologiquement possible. Voyons ce qui peut relever de l'autorégulation. Moi, je suis favorable à un Internet qui soit un monde de liberté régulier, autant d'autorégulation que nécessaire, que souhaitable. Et puis, la régulation par les États ou par l'interétatique doit venir lorsque l'essentiel est en jeu, ou lorsque les acteurs ne pratiquent mal ou insuffisamment l'autorégulation. On est bien d'accord que l'essentiel, c'est le citoyen, est-ce que c'est le consommateur? L'essentiel, c'est le citoyen. Internet, c'est un monde meilleur possible. À nous de faire en sorte que ça ne devienne pas le meilleur des mondes. Et la frontière, elle est ténue, mais c'est d'abord pour moi une source d'opportunité personnelle, collective, un outil d'émancipation individuelle et un outil de développement pour les sociétés. Et ensuite, il faut veiller à ce que ça ne devienne pas une source de problèmes et une mise en cause des libertés publiques. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour. On ne vous présente plus, mais vous pourriez vous présenter pour la société civile? Eh bien, je suis Viviane Reding, le commissaire européen responsable de la société de l'information et donc aussi lié à la société civile parce que la société civile, les citoyens, c'est une partie indispensable du nouvel Internet. Alors, on a entendu parler, M. Besson, de parler effectivement du silence des puces. Pour un citoyen, c'est important parce que savoir qu'on est toujours suivi du matin au soir, est-ce que ce silence des puces est une bonne chose et comment l'Europe va pouvoir l'intégrer éventuellement dans une législation éventuelle? Eh bien, nous avons toutes les législations nécessaires en la matière, de la protection de la vie privée dans les nouvelles technologies
Et cette législation dit clairement qu'il faut un opt-in informé, c'est-à-dire que le citoyen doit être d'accord pour faire partie d'un nouveau système. Donc, ce n'est pas amont. En amont. Donc ce n'est pas comme certains le pensaient qu'une fois il est dedans, il peut décider d'en sortir. Non, on doit d'abord lui demander son avis s'il veut être dedans. Donc, point de vue législation, nous sommes complètement en ligne avec la protection de la vie privée. D'accord. Merci, Voilà. bonne continuation et bienvenue à Nice. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Laroussi Ouaslati, donc vice-président délégué aux technologies de l'information et de la communication en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très bien. Et en ce qui concerne la politique des TIC en PACA, Tout d'abord, le président Michel Vauzel a une politique volontariste concernant les technologies de l'information et de la communication. C'est les TIC au service de la communauté éducative, c'est les technologies d'information et de la communication au service donc, des entreprises, et c'est les TIC au service de la solidarité et de tout ce qui est politique du bassin méditerranéen. donc vous êtes aussi assez en avance sur tout ce qui est personnes fragilisées, handicap, etc. La solidarité concernant les TIC est une priorité donc, de notre région. Nous avons donc plusieurs programmes et notamment le programme concernant TIC et handicap. On peut avoir un exemple d'application? Un exemple d'application par exemple international avec nos amis tunisiens gérés par une association très connue qui s'appelle l'association Sinbad. Sinbad Méditerranée. Sinbad Méditerranée. Très bien, merci. Merci pour votre sourire. Merci. Bonjour Monsieur Madelin. On m'a dit que vous étiez depuis longue date quelqu'un qui s'intéressait de très près au TIC. Est-ce que c'est vrai? Oui. Par exemple, vous étiez un des premiers à faire des emails, envoyer des fichiers ou à parler d'une façon positive en disant que J'ai commencé à m'intéresser à l'économie numérique lorsque j'étais ministre de l'Industrie en 1986. Et je faisais déjà, j'ai incité un certain nombre d'entreprises françaises à faire le pari du tout numérique à un moment donné où on hésitait encore un petit peu. Ce qui a fait qu'ensuite j'ai essayé d'être toujours un peu un pionnier, des réunions sur le web, quand le web existait encore à peine, ou de diverses technologies. Parce que je suis absolument convaincu que nous sommes entrés vraiment dans la révolution de la société de la connaissance, que c'est une transformation considérable, c'est la troisième vague, grande vague de l'histoire de l'humanité, selon la théorie de mon ami Alwyn Toffler, et les technologies de l'information jouent le rôle bien évidemment essentiel dans cette transformation. vous êtes à Nice, à l'Internet du futur, c'est le titre. Vous rencontrez des gens, vous êtes là parce que vous êtes passionné bien sûr toujours, vous avez appris des choses, vous avez des choses à nous dire? Alors, je suis là pour intervenir au nom d'un organisme que je préside qui s'appelle le Fonds mondial de solidarité numérique pour essayer de regarder comment on peut utiliser l'outil Internet au service de la solidarité. Comment faire en sorte que l'outil Internet, ça ne soit pas l'outil des riches des pays riches, mais que ce soit un formidable levier de développement pour les plus pauvres de la planète. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très prometteur, que c'est une réalité, que très souvent l'Internet permet ce qu'on appelle le leapfrog, c'est-à-dire de sauter une génération. On passe directement au téléphone portable, pour faire simple, en oubliant le fil de cuivre. Mais ce que je viens de dire pour le téléphone est vrai aussi pour l'éducation. On peut passer directement dans l'éducation du futur, c'est-à-dire le professeur assisté par ordinateur, en allant peut-être même plus vite encore que les transformations qui sont conduites pour mener la révolution du numérique éducatif dans les pays riches. Donc c'est très prometteur et c'est de ceci dont je vais parler parce que nous organisons le 24 novembre à Lyon, à l'initiative du président de la République, une conférence internationale sur ce thème. Sinon, un sujet, une application dont tout le monde parle depuis longtemps et apparemment ça reste confidentiel en France, le télétravail qui paraît tellement naturel. Il ne décolle pas. Est-ce que pour vous c'est... Oh, écoutez, ne dites pas qu'il ne décolle pas. Je veux dire, tous mes enfants travaillent en télétravail, donc j'observe dans ma vie familiale. Non, c'est le salarié patron. Oui, enfin, ce qui est en train de changer, c'est indiscutablement les techniques du mobile dans le travail. Alors le travailleur complètement mobile qui n'a plus de bureau, on n'y est pas encore et peut-être même que ce n'est pas totalement souhaitable. Il est sûr néanmoins que c'est non pas
l'élément essentiel de l'emploi demain, mais que c'est une part importante de l'emploi demain. Et de ce point de vue, l'initiative du ministre chargé des entreprises, Hervé Novelli, qui vise à faire un statut du travailleur indépendant, qui va rentrer en application au 1er janvier prochain, me paraît extrêmement bien adapté à la philosophie du travail mobile via Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le travail à distance que l'on institue, c'est en même temps une transformation de la relation de travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'être travailleur, salarié, subordonné, comme on dit, exécutant de telle heure à telle heure les ordres d'un petit chef, on devient travailleur autonome, mobile, responsable de son emploi du temps et exécutant une tâche dans une relation qui est différente de celle du contrat salarial, qui devient presque une relation commerciale. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. In France, no. We have the Future Store in Germany. In Germany. In Germany, near to Düsseldorf. The town is called Tönesforst, and in this store we are introducing a lot of innovative technologies with new concepts. Interesting part is the usage of RFID on item level. Here we have an example that I can show you. I have an example. Okay. So we are using RFID in the Future Store on item level. So we have a pre-packed meat. There you can see there's the RFID transponder. On the chip is the electronic product code score, the EPC. Where's the chip? There you can see it outside. This. Exactly. This is the chip, and there is the number stored, the electronic product code. And in our database we can get all the available information like expiration date, production date, name of the supplier. And so our smart quality assurance is with RFID secured, so that we can control the stock situation and control the expiration dates. So this is one of the examples. And in Metro Group we are concentrating RFID in the logistics. Here, for example, this is an image of one of our stores. So here you have the RFID portals, and when our merchandise is passed in with the RFID, we read out and we know exactly where our goods are. So we can control the stock receiving in our stores. It's scanning. Yeah. We have now 400 stores equipped with RFID portals. We are now with Metro Cash and Carry in France in 89 stores, and we're working together with the logistics service provider, it's DHL, yeah, who is equipping the transponders. Okay. And là, the same thing. Yeah, this is a handheld reader. There you can see this. It has a reader, so our employees can read out the pallet when they are in the back office, or they can read out the products when they are in the smart cooler or in the smart freezer, and they can read out and get the information like expiration date. Fantastic. Okay. C'est fabulous. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Other conception. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc je suis Bertrand Boisdard. Je fais partie de la société Alcatel-Lucent et je travaille dans le département à Bell Labs Research. Alors c'est quoi Bell Labs Research? Eh bien c'est le centre, c'est le département de recherche d'Alcatel-Lucent. Et votre lieu de travail? Donc moi je travaille en région parisienne, donc c'est à Nozay, au sud de Paris, à 20 km au sud de Paris. Quelles sont les technologies novatrices, ou en tout cas les usages de demain pour, en ce qui concerne Alcatel-Lucent? Qu'est-ce que vous avez perçu ou qu'est-ce que vous proposez? Eh bien nous ce qu'on propose c'est la télévision interactive. Donc c'est interagir avec un téléphone mobile et avec une émission de télévision. Donc ici nous avons plusieurs types d'applications. Donc ici une application de musique, mais nous travaillons également en partenariat avec TF1 et d'autres partenaires sur un jeu qui veut gagner des millions.
où on pourra interagir également, donc participer, jouer avec le candidat donc en temps réel et avoir des informations donc synchronisées avec un contenu vidéo. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait un moment qu'on en parle, mais ici... Là, c'est vraiment une réalité maintenant. C'est-à-dire que là, on est encore en recherche, donc on a développé des prototypes. C'est un projet Eureka ITA2. Voilà, donc c'est un projet Eureka ITA2 Très bien. avec qui on travaille avec plusieurs partenaires, donc comme je vous ai dit, TF1, Philips. D'accord. Donc basé sur le jeu, principalement. Non, on n'adresse pas la... Vous êtes monsieur Marie Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Société civile. D'accord. Qui interviewe les grandes entreprises. D'accord. Donc on n'adresse pas nécessairement l'interactivité. Le but, c'est de fournir des applications interactives communautaires et le tout dans un environnement cross-média, c'est-à-dire on a la possibilité de recevoir un contenu de différents moyens, que ce soit de l'IPTV, du broadcast, des VBH, satellites, etc. et de fournir une interactivité de manière transparente par rapport à ces contenus que l'on reçoit par différents moyens. Alors concrètement, je vais vous poser une question. Actuellement, il y a des produits qui s'appellent téléconférences. Qu'est-ce qui est la différence avec votre application? C'est une téléconférence où on peut discuter de très loin, on peut se voir, on peut interagir par le son et par l'image. Alors, vous n'avez pas, nous dans le cas, on utilise de l'application distribuée, c'est-à-dire par exemple sur un jeu télévisuel, quand vous voulez jouer avec une communauté ça peut être l'immeuble, ça peut être ma famille, etc. en réseau, pour que ça supporte la charge, on va dire, quand il y a des centaines de milliers de personnes, c'est pas la visioconférence. Il faut que sur votre boîtier décodeur, votre set-top box, vous ayez de l'intelligence, il faut que sur votre terminal mobile, vous ayez de l'intelligence, et il faut que ce soit transparent pour l'utilisateur, et l'enregistrement, l'utilisation de ce type de service doit être aussi transparent pour l'utilisateur. Donc on met en place toutes les briques technologiques qui permettent de supporter différents scénarios, différentes applications sur une plateforme de services. Donc il y a l'aspect quantitatif, c'est-à-dire que c'est pas pour un ou deux personnes, c'est pour des milliers de personnes. C'est pour X, c'est un nombre variable de personnes, oui. Il y a la différence entre la téléconférence, quoi. Voilà, c'est point où c'est entre 2-3 personnes, mais faire une téléconférence à 2000 personnes, c'est pas gérable. Et avec ça, vous pouvez le faire, à la limite. On ne fait pas la vidéoconférence, on a de l'intelligence distribuée et on a des applications interactives sur ce domaine-là. Donc il y a... Quand on est les boîtiers décodeurs, par exemple, s'il y a une famille qui joue à un jeu qui regarde, eh bien, le calcul des résultats, etc., se fait localement. Il n'y a pas besoin d'interroger un serveur central, etc. Donc ça permet de répartir cette intelligence-là. Et on traite des notions que apporte un expert comme nous en télécom de personnalisation, par exemple. C'est-à-dire que comme ce sont des personnes qui vont interagir avec leur téléphone mobile sur un contenu broadcasté, eh bien, on est en mesure de connaître chaque personne et de personnaliser les applications, les informations qu'on envoie aux personnes en fonction de leur identification mobile. D'accord, ça c'est les utilisateurs. Alors vos clients, c'est quelle typologie de clients alors c'est un projet de recherche, donc on ne vend pas de produits, on est les Bell Labs. Et ça serait Alors on étudie dans le cadre du projet, on étudie tout ce qui est business model. Donc un business model, on peut adresser un acteur business qui est globalisé, style par exemple Orange qui fournit du contenu, qui a des chaînes de télévision, qui a du mobile, etc. Vous pourriez travailler avec eux. On peut fournir ce genre d'application à ce type de société où on peut créer, on va dire, un nouvel acteur business qui va être de fournir ce type d'application-là et qui va négocier avec les différents acteurs du modèle économique pour mettre en place ce genre de service. Donc il y a différents moyens d'adresser le marché et c'est l'objet de ce projet de recherche, de regarder comment un type de service qui mélange du télécom, du broadcast et autres La confluence des technologies. C'est voilà, tout à fait, c'est un des aspects, le cross-média, c'est la confluence des technologies, tout à fait. Bon, j'ai appris quelque chose. Et puis pour terminer, comme autre type de clients, ça peut être des fournisseurs d'accès par exemple ou pas? Alors, quand on parle fournisseur d'accès, par exemple Free, c'est pas qu'un fournisseur d'accès, il fournit du contenu, il fournit... Désolé. Non, c'est en direct. Il fournit... c'est pas qu'un accès IP.
Free vous fournit une box, il vous fournit de la télévision, il vous fournit du service interactif. Donc c'est un peu comme Orange, c'est un fournisseur globalisé, quoi. Donc c'est un genre d'acteur qui peut fournir aussi ce type de service. Une collectivité locale? Alors on a différents use cases, c'est-à-dire scénarios d'utilisation. On a différents scénarios d'utilisation qui peut être le broadcast, mais comme on a une interaction aussi dans le projet localisé, c'est-à-dire qu'on détecte un groupe d'individus qui se situent proches d'un écran, par exemple, on peut imaginer dans un transport en commun, dans un lieu quelconque, eh bien les gens vont pouvoir récupérer de l'information et des applications localisées, quoi. Très bien. Merci, bon courage. Merci. J'applique config. Alors pour revenir, on a collé une petite pastille appelée tag de la technologie RFID, bien sûr. Tout à fait, c'est une RFID. Ensuite, on l'a bien sûr passé par lecture sur ce petit lecteur. Tout à fait. Préalablement, on a enregistré quelques mots avec un site internet. Correct. Et on va s'adresser à une personne telle Élise. Tout à fait. D'accord. Et on a passé justement un process très simple pour un consommateur pour définir maintenant ce site doit être associé avec cette tech. Et dès que maintenant, si je touche très proche de ce lecteur de petit jouet, automatiquement le contenu va initier. Ou si j'ai un mobilophone, un mobilophone qui de plus en plus a aussi un lecteur RFID intégré, ça suffit de toucher le sticker avec le mobilophone et directement aussi le site va être accessible sur le mobilophone. Et donc typiquement il y a des applications pour le consommateur. Une chose, ça s'est pas fini par afficher s'il y a un problème de débit? C'est possible, oui. Donc c'est possible. D'accord. Mais donc il y a des applications pour, par exemple, il y a un livre, on peut associer le e-book aussi vers le livre. Il y a un monument, donc si à Nice on découvre un monument, s'il y a un petit Tegitech qui est collé sur le monument, il y a des Tegitech qui sont aussi résistants pour la pluie, etc. Par un touche simple, je peux avoir directement le contexte historique de ce monument par une seule touche sur ce tag par ce mobilophone. Donc il y a une gamme des applications qui sont possibles ou bien dans la maison, et pour ça qu'il y a un lecteur qui peut être connecté vers l'ordinateur. Ou bien il y a aussi des applications qu'on s'appelle outdoor, donc des affiches qui ont un Tegitech pour avoir directement plus d'informations sur le produit qui est affiché. Si on est en train de parcourir un magasin avec des bouteilles de vin, on peut demander plus d'infos sur le vin. Donc, tout basé sur des autocollants RFID qui sont appliqués sur des objets. Et bien sûr, l'association vers la bonne application qui doit être démarrée. Et Tegitech est fait comme une sorte de service qu'on s'appelle Domain Name Server. Donc, au lieu de www.esc.fr de l'associer vers l'adresse Internet, on fait l'association entre un objet et l'application. Et vous êtes monsieur? Moi je suis Anthony Belpère, Tegitech, directeur général, et Tegitech est une Alcatel-Lucent Venture. C'est une spin-off? C'est une sorte de spin-off dans le sens que typiquement s'il y a une innovation qui doit être commercialisée, immédiatement c'est plus efficace de temps en temps de le mettre dans une équipe dédicacée, dans une sorte d'entreprise virtuelle dédicacée, avec un conseil d'administration dédicacé pour permettre qu'il y ait le bon dynamique pour réussir dans la conversation dans une timeline très court. Un site, un website? www.tegitech.com TIKITAG.com. Merci. Je t'en prie. Pouvez vous présenter? Bonjour, Jean-Pierre Bruneval, société Réseaumatique. Très bien. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, Jean-Pierre Bruneval, je suis responsable du développement à la société Réseaumatique, qui est une petite PME normande qui a développé des solutions de traçabilité à usage de la santé, utilisant Internet comme vecteur de l'information. En termes d'application concret Alors concret, l'application que nous démontrons aujourd'hui sur le salon est une application de gestion et traçabilité des poches de sang.
donc avec une gestion de la température, une gestion du vieillissement de la poche de sang dans une enceinte réfrigérée intelligente et tout un système d'information autour de l'identification et la traçabilité de la poche. Donc par exemple, une poche peut faire plusieurs centaines de kilomètres, c'est ça? Une poche peut faire plusieurs centaines de kilomètres puisque un établissement sanguin va devoir distribuer ses poches de sang sur différents établissements de soins, donc la distribution. Mais au-delà de la distribution, il y a également la gestion de la poche dans les établissements de soins qui pose potentiellement souci puisque une poche de sang doit être gardée à un certain niveau de température et à une date limite de consommation, un petit peu une DLU, qui doit être respectée. Et donc avec des enceintes intelligentes utilisant la RFID, on arrive à gérer, faire des gestions de stock à partir de l'identification de la poche. Ça se faisait comment là? Quand la RFID n'existait pas? Quand la RFID n'existait pas, c'était réalisé avec du code à barre. Donc la seule chose, c'est qu'il fallait que l'opérateur aille dans le frigo, lire, on va dire, le code à barre, alors que là, il y a un scan, pas en permanence, parce qu'on ne le fait pas en permanence, il n'y a pas obligé pour le faire en permanence, mais il y a on va dire un scan des poches régulier au niveau des enceintes réfrigérées qui permet de connaître en temps réel l'état du stock sans aller ouvrir le frigo et aller lire un code à barre ou des choses comme ça. Alors c'est une commodité de fonctionnement, est-ce que c'est aussi une meilleure performance ou pas dans le traitement de l'info? C'est une meilleure performance pour le traitement de l'info, meilleure utilisation des stocks, puisqu'il faut reconnaître que quand une poche a dépassé sa date de limite d'utilisation, il faut qu'elle soit jetée. Donc il faut savoir qu'en France, quand même, nous sommes en autosuffisance au niveau des stocks de poches de sang, de kilo globulaire rouge. Donc il est important d'optimiser l'utilisation de ces poches, donc de gérer au mieux ces poches. Donc en plus d'apport par rapport aux laborantins ou au personnel d'hôpitaux, c'est un apport aussi par rapport à la gestion du stock et une meilleure utilisation des poches. Justement, à propos de la concurrence ou des services similaires, qu'est-ce qui fait la différence entre Réseaumatique et ses concurrents? Alors, Réseaumatique a une chose particulière, c'est que c'est une solution qui est unique à ce jour. Complète. On dit toujours ça. Non, mais complète à ce jour, c'est-à-dire qu'on part de l'étiquette, de l'imprimante, des périphériques, intégré, de l'enceinte, jusqu'au système de collecte d'informations sur une base de données sur format MySQL. Donc c'est vrai qu'on a une solution de bout en bout et on a cette possibilité d'offrir un établissement sanguin ou bien une banque de sang ou bien un établissement de soins, une solution complète au lieu d'avoir simplement par exemple un identifiant avec un lecteur portable. Bon, c'est vrai qu'on identifie, mais vous faites quoi de l'information derrière? Donc là on a vraiment l'application de bout en bout. Qui c'est qui traite? Est-ce que vous traitez et vous donnez les solutions, le résultat à vos clients? Ou c'est les clients qui ont la main? Comment ça se passe au niveau traitement de l'info? Alors au traitement de l'info, c'est centralisé sur une base de données. Cette base de données peut être hébergée chez Réseaumatique, mais ce n'est pas obligé. Donc le client est propriétaire de sa base de données. Donc ce que l'on propose au client, c'est d'avoir une duplication de cette base, ou une redondance de la base, de manière à avoir une sécurité par rapport à un crash d'une base de données ou un crash de réseau ou choses qui peuvent arriver encore aujourd'hui. Donc c'est plus pour des questions de sécurité de données, on va dire de redondance de données, plutôt que on a les deux schémas, on va dire. On a le schéma base de données interne Réseaumatique, enfin gérée par Réseaumatique chez Réseaumatique, ou on a la base de données chez client. Sinon, ça dépend du client. Très bien. Vous étiez ou vous êtes adossé à un pôle d'excellence, un pôle de compétitivité? On est adossé au pôle de compétitivité SCS pour la partie santé. SCS veut dire Solution communicante sécurisée, qui est le pôle de compétitivité internationale, qui est basé en région PACA. Merci, bon courage. Hello. Bonjour. Can I help you? No, I was looking that you represent Europe in W3C. Yes, we host W3C in Europe. You host? We host. What does it mean? You offer rooms, beds? No, we do represent Europe, yeah. W3C. Inside W3C. What is the force of Europe inside? Hello. Yes. Hi. I was wondering what you were doing in W3C. What is the force of Europe
Vous voulez le faire en français? Ah oui. Hein? Parce que je vois votre nom, Monsieur Roturo. Voilà, d'accord. Alors nos amis du W3C sont en train de parler juste avant là. Donc, vous les connaissez un petit peu? Non, d'accord, donc ils vont répondre encore mieux que nous, mais c'est vraiment la standardisation. C'est vraiment les standards du web. Hein. Il produit des recommandations, on veut dire, qui de facto deviennent les standards du web au niveau mondial. Il se trouve qu'il y a W3C au MIT, pour tout ce qui est Amérique, W3C à Keio, pour tout ce qui est Japon, on va dire Asie. Et puis pour l'Europe, c'est à Sophie Antipolis, c'est nous-mêmes ici à SIM qui les hébergeons. Donc voilà, c'est pas mal. Hein, parce qu'historiquement, c'est... la région hier. Vous ne connaissiez pas? Ah d'accord. Ah oui, ben on a pas mal de Bretons ici, figurez-vous. J'imagine, j'en ai rencontré un hier soir. Ah ben voilà, peut-être un de ceux-là. Voilà, donc ici ils animent, alors bon, ils ont toute une équipe répartie en Europe, on veut dire, mais le cœur est ici, et donc ils animent des groupes de travail spécifiques, celui-ci en particulier sur tout ce qui est mobilité, un Mobile Web Initiative, donc il marche très très bien. Ça, c'est l'iPhone Alors voilà, c'est de pouvoir, hein, je crois que tout est dit dans le picto, effectivement. Également, et le nouveau Samsung et le prochain Nokia. Alors, vous êtes bien au fait de tout ça, je crois? Oui, Nokia va sortir le même truc, ils ne peuvent pas rester en arrière. Je suis sur mon Nokia en train d'appuyer sur le bouton là pour naviguer, c'est pas génial. Non, je suis d'accord. Je vais le brader dès que le nouveau va sortir. Ça, par exemple, d'autres groupes de travail sur l'accessibilité aussi, c'est important. Et puis d'autres groupes de travail peut-être plus, on va dire, moins technologiques, mais plus philosophiques pour aider les pays en voie de développement. Car bien sûr, pour accéder à Internet, c'est le meilleur outil qui soit par rapport à... Bon, ils n'ont pas forcément ça non plus là-bas. Oui, surtout avec les netbooks maintenant, les petits... Oui, il y a ça aussi, hein, mais néanmoins, ça a tellement répandu. Le portable. Voilà. Donc, plein de choses qui se passent depuis ici. Et vous-même, Monsieur Roturo, alors dites-moi, parce qu'on arrive difficilement à lire. Oui, c'est en gris. C'est pour éviter qu'on fasse des photocopies. Non, c'est très discret. C'est très discret, plus que discret, on ne voit rien. Voilà. On soit bien d'accord. Et Monsieur Dardaillé, il est... Alors Daniel, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il est dans quelle commission technique? C'est W3C Europe. Il est le... Comment dire? Coordinateur? On a Philippe Oshka, qui est le directeur adjoint du W3C, et Daniel Ardaillé est un petit peu le ministre plénipotentiaire du W3C. Il est très très proche de Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, excusez-moi. Ah oui, bien sûr. Et donc de bien voir comment va s'orienter le web, et en particulier le W3C. Puis il y a aussi d'autres organismes, bien sûr, qui sont dans le même mouvement. Sony Khan, donc Daniel, Khan, Christian Lindmar, Jean-François, Jeff, comment on l'appelle, Jean-François... les énormes intérêts qui sont derrière tout ça. Et les noms de domaine et tout, absolument. Donc il y a eu une annonce d'ailleurs cet été de fait. Verisang est déjà en route pour l'Internet des objets. Ils ont bien raison, ils ont bien raison. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Daniel Roturo, je suis membre du Comité économique et social européen et je suis aussi conseiller auprès du bureau confédéral de la CGT française. Alors là, vous êtes intervenu dans une large table ronde sur une thématique bien précise autour de la sécurité du RFID. Vous avez eu un discours clair, plus proche du citoyen consommateur ou de l'électeur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas de personnes de la société civile. Vous avez une sensibilité particulière, vous pensez vraiment que quelque part il y a des dangers qui sont tout à fait identifiés? Oui, il y a des dangers identifiés et en même temps il y a des contre-mesures possibles, mais il y aura toujours une compétition entre les dangers et les contre-mesures que peut prendre la société civile. C'est toujours la même chose. C'est pareil au niveau technologique. Les intrusions dans les réseaux, il y a des contre-mesures possibles, par exemple en publiant régulièrement les failles pour les corriger, ou en publiant des corrections. Mais c'est un travail permanent de maintenir les droits démocratiques des citoyens dans un milieu politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Démocratique, c'est nécessaire et possible. Non démocratique, c'est nécessaire, mais parfois très difficile. Sinon, cette technologie sans contact, alors quels seraient les abus? Ou un abus caractérisé? Bon, l'abus caractérisé, à mon sens, ne réside pas ni dans la puce RFID elle-même. On peut faire un usage tout à fait légitime des technologies,
et on peut faire un usage non légitime. L'usage non légitime, c'est surtout de rapprocher différents fichiers pour profiler les gens, essayer d'avoir des renseignements que les gens ne veulent pas donner sur eux-mêmes, et puis porter ensuite atteinte à leur vie privée d'une manière ou d'une autre, à des fins commerciales ou à des fins politiques ou autres. Et ce croisement, il est possible, même sans cette technologie RFID, au jour d'aujourd'hui? Oui, déjà, le croisement des fichiers est possible. On a eu en France, au fil du temps, déjà pas mal de problèmes qui se sont posés avec le gouvernement voulant rapprocher et compiler certains fichiers qui peuvent devenir des armes contre les acteurs de la vie démocratique. C'est le cas avec Edwige récemment, qui a suscité un soulèvement civique, je dirais, parce que vraiment les buts affichés étaient très exagérés. Vouloir mélanger des soi-disant futurs délinquants génétiques, des délinquants potentiels, on ne sait pas ce que c'est sur le plan pénal, et puis en même temps des responsables ou militants d'associations de solidarité, des membres des conseils économiques et sociaux aussi, on se demande pourquoi, et ceci à des fins de lutte contre l'immigration, ça c'est clair, sous-jacent. Également d'essayer de mieux contrôler et surveiller les militants qui gardent un esprit de solidarité et d'appui avec le tiers-monde notamment. Alors ces croisements, est-ce qu'avec le RFID, ça peut aller encore plus vite, plus fluide, plus pertinent? Oui, ça peut faciliter les choses parce qu'on peut localiser plus facilement les gens à certains points de lecture ou de passage. Oui. On peut aussi mettre ses puces dans des documents d'identité. À chaque contrôle, la gendarmerie, par exemple, peut avoir accès à chaque contrôle à la totalité des fichiers en leur possession qui vous concernent. Alors on dit, finalement, on s'étonne, mais notre portable, il paraît que... il peut servir à vous localiser. On s'en est servi pour assassiner un chef d'État tchétchène dans le passé. Et il était assassiné parce qu'il avait tendance à trop utiliser son téléphone portable. Donc c'est sûr qu'il y a des moyens de localisation qui peuvent porter atteinte non seulement à la vie privée, mais à la vie tout court. D'accord. Sinon, on peut trouver quand même un message d'espoir dans cette technologie? Oui, parce que bon, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même. Elle dépend de l'usage qui en est fait et surtout du potentiel de contrôle démocratique des citoyens. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire la possibilité d'accéder aux fichiers, le droit de les corriger, le droit de les faire supprimer, imposer un droit à l'oubli aussi au bout d'un certain temps, de manière à ce que les fichiers puissent servir éventuellement à l'administration, mais ne soient pas détournés de leur but à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont pu être créés légitimement dans le passé. Un mot sur le comité économique et social européen? Oui, c'est un comité qui est très mal connu, mais qui a des compétences assez importantes, puisqu'il est consulté sur tous les projets législatifs que la Commission soumet au Parlement et au Conseil. En outre, il a la possibilité de faire des avis autonomes. Il est souvent consulté maintenant par les présidences de l'Union, par le Conseil et le Parlement, ou par la Commission qui demande des avis exploratoires, comme celui sur l'Internet des objets que j'ai eu le plaisir de rédiger et que vous avez lu. Écoutez, très bien, et puis on essaiera de vous suivre dans vos évolutions grâce à la carte RFID. Je ne sais pas si vous allez me suivre longtemps, mais je suis un enseignant retraité depuis déjà pas mal d'années. Il est temps que... Oui, mais vous êtes costaud, vous êtes breton, vous m'avez dit. Oui, ça va, j'ai la tête dure, il n'y a pas de problème. Au plaisir. Au plaisir. Vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Gérald Santuxi, je suis chef de l'unité entreprise en réseau et RFID à la Commission européenne dans la Direction générale Société de l'information et médias. Très bien, donc là nous sommes à Nice, les 6 et 7 octobre 2008. C'est une thématique particulière? C'est un moment important, c'est une conférence qui a lieu sous la présidence française d'une part, mais aussi parce que d'un côté elle vient dans la continuité de 2 conférences qui ont eu lieu déjà en 2007, la première à Berlin au mois de juin, la seconde à Lisbonne au mois de novembre, et elle prépare l'avenir, c'est-à-dire quel Internet pour demain, et dans cet Internet quel qu'il soit, quelle sera la place de ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire cette prospective
d'avoir 50 000 milliards d'objets, au moins, qui seraient identifiés, localisés et dotés de la capacité de communiquer entre eux. Par rapport aux conférences de Berlin et Lisbonne, on a fait un petit pas en avant. À Berlin et à Lisbonne, on a réfléchi sur la migration de la RFID vers l'Internet des objets. Et maintenant, on essaye de voir quelle place aura cet Internet des objets dans un Internet du futur dont on voit bien que tout le monde n'est pas encore tout à fait du même avis sur ce qu'il sera. Alors, et la place donc du citoyen, consommateur, électeur, elle est de plus en plus importante. Est-ce qu'il a un petit peu la parole finalement dans ces nouvelles technologies? Quelle est sa place? La parole, elle est donnée, en tout cas dans nos pays. Nous avons la chance d'être de vraies démocraties. Oui. Cela étant, c'est difficile d'avoir une parole informée dans la mesure où la technologie, d'une part, est de plus en plus complexe, d'autre part, est de plus en plus envahissante, c'est-à-dire elle quitte le laboratoire et l'entreprise pour entrer dans la vie quotidienne des gens, qu'il s'agisse de citoyens, de consommateurs, de patients. On a tous différents chapeaux et donc il faut essayer de voir comment contrôler cette technologie. Elle est porteuse d'immenses bienfaits, elle est aussi porteuse de risques, voire de menaces, et il faut essayer de les comprendre. Or, la technologie devenant aussi complexe, comme je l'ai dit, elle a tendance à être appropriée par des experts à un moment donné où les décideurs, privés et publics, ont un certain mal à la comprendre. Je pourrais même dire à la suivre, parce qu'elle va très vite. Donc il est important d'avoir une sorte de régulation nationale, européenne et pourquoi pas mondiale, et l'Europe s'engage à rechercher le dialogue avec les autres pour essayer de comprendre comment on peut avoir un consensus entre les experts qui comprennent où la technologie va, les gouvernants qui ont la responsabilité du destin de la société de l'information et les citoyens qui ont leur mot à dire sur les valeurs et sur les principes auxquels ils tiennent et qu'il faut que les décideurs prennent en compte. D'accord, mais les pays sont organisés, les sociétés sont organisées, mais la société civile, on dit qu'il faut en tenir compte. Mais comment on fait pour en tenir compte? On pourrait dire que les citoyens ont la parole s'ils ne sont pas organisés, si on n'organise pas finalement leur temps de parole, parce que ce n'est pas si évident que ça. La Commission a lancé une vaste consultation sur la RFID à partir de mars 2006, c'est-à-dire il y a maintenant 2 ans et demi. Si la consultation a été aussi longue, c'est parce que justement la Commission a insisté pour que ce dialogue inclue les représentants de la société civile. La technologie n'est pas simplement une affaire d'experts. Cela est difficile à mettre en place, cela prend beaucoup de temps. Il y a eu une communication que nous avons faite en mars 2007 et qui s'est appuyée sur un grand nombre de conférences et d'ateliers auxquels ont participé des représentants de malades, des représentants de consommateurs, des représentants de citoyens. À la suite de ça, il a été clair qu'en Europe, et peut-être pas seulement en Europe, nous avions un besoin pressant de fixer des règles sur le point de savoir comment la RFID devait être mise en œuvre dans des applications pratiques en préservant la protection des données et la sécurité des données. Cela a pris un petit peu de temps, mais dans les semaines qui viennent, la Commission va adopter une recommandation sur les principes de mise en œuvre de la RFID dans le domaine de la sécurité et du respect de la vie privée. Cette recommandation tiendra compte des préoccupations que les représentants de la société civile ont émises tout au long de ce dialogue. Donc cela aura pris, c'est vrai, un petit peu de temps, mais cela va doter l'Europe, et peut-être seulement l'Europe pour le moment à travers le monde, avec un cadre qui reflètera vraiment les valeurs de l'Europe. Il reste encore beaucoup à faire, en particulier sur le point de savoir si, au moment du passage de la RFID vers un Internet
des objets. Chacun de nous est entouré chaque jour plus ou moins par 3 à 4 000 objets. Quand on suppose que ces objets seront dotés peut-être bientôt de la capacité de communiquer entre eux et avec nous, il y a évidemment des enjeux politiques et le principal d'entre eux est de savoir s'il ne faudrait pas une certaine gouvernance d'un tel modèle. Il est bien clair que si une gouvernance doit être mise en place, elle devra tenir compte de ce que la société, à un moment donné, attend et a besoin. Vous parlez de la société civile, on est à Nice, il paraît qu'il y a 1000 personnes inscrites. Vous savez combien de personnes en société civile? J'en sais rien, moi. Je sais que c'est une question piège, mais ça serait intéressant de le savoir. Mais c'est très très difficile de... C'est très difficile de prendre en compte les besoins d'un groupe aussi vaste. C'est très très difficile. En même temps, c'est le défi d'une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas simplement le fait de mettre un bulletin de vote tous les X ans dans une boîte. C'est aussi un souci en continu d'écouter, de convaincre, d'argumenter et de prendre en compte. Cela étant, c'est très très difficile dans une société qui est de plus en plus éclatée, dans une société qui est préoccupée de plus en plus par le quotidien, par l'immédiat, qui parfois, je le regrette personnellement, a tendance à perdre la mémoire de ses racines et à avoir des difficultés à se projeter dans un avenir au-delà de quelques mois. Donc, même en dépit de cette complexité, de cette difficulté, il est de la responsabilité, il est un engagement de la Commission de créer les conditions d'un tel dialogue. Heureusement, nous sommes dans des démocraties dans lesquelles existent des organismes, des organisations, des associations qui ont la légitimité de représenter au moins certaines catégories de la société civile. Notre objectif à nous est de les identifier et de faire en sorte que dans les instances que nous créons pour discuter du présent et du futur, ces organisations et ces associations y soient présentes sous une forme aussi complète que possible, en sachant au bout du compte que le faire c'est déjà une source d'honneur et qu'en même temps on n'a pas totalement fini de résoudre le problème parce que, encore une fois, dans une société fragmentée, individualiste, inquiète, plus préoccupée par son présent que par le futur, il est extrêmement difficile d'avoir un dialogue qui puisse consolider tous les points de vue. Mais au moins, nous avons avec nous un maximum d'associations et d'organisations qui nous aident à comprendre quelle est la majorité des opinions et qui nous aident à faire en sorte que la technologie se développe en étant au service des citoyens, au service de la société et non pas au service d'elle-même ou des experts qui l'apportent. On a éventuellement un website pour que les citoyens voient les études faites par la Commission? Il y a beaucoup de websites. Il y en a même peut-être trop. Allez-y, et on pourrait se lancez-vous. perdre. Mais je crois qu'un moyen simple, c'est quand même d'aller sur l'un des principaux sites web de la Commission européenne, qui est le site Europa, et dans lequel se trouve une page qui s'appelle RFID. Il faudra peut-être qu'on la rebaptise maintenant, puisqu'on va aussi vers l'Internet des choses. Mais sur ce site, on trouve toute l'histoire de ce que la Commission a fait depuis 3 ans dans ce domaine-là. Et évidemment, chacun est le bienvenu pour nous interroger à Bruxelles sur ce que nous projetons de faire et, s'il le souhaite, nous demander plus d'informations, où trouver cette information, prendre contact avec qui. Nous sommes ouverts à cela, c'est notre souhait, c'est un énorme travail, mais c'est aussi l'honneur de l'Europe de jouer son rôle, peut-être plus que d'autres pays du monde, afin de faire en sorte que la technologie, encore une fois, soit au service des gens et non pas d'elle-même. C'est une invitation, on la relève et on vous remercie. À très bientôt. Merci beaucoup à vous.